na batelefone na bino awa na bien solution ezwami. Je n'ai jamais été après. Jusqu'aujourd'hui, j'attends de me promettre. Je ne suis pas encore payé. Seulement, c'est comme si il y a les radios et télévisions et les éditeurs de presse. De se retrouver dans le cadre des réflexions avec des personnes avec lesquelles on partage la même profession, on partage le même idéal, on a les mêmes difficultés, on a le même problème. Mais ça fait aussi difficile d'intervenir après un baobab comme le vieux Kassonga qu'il y a ici. Peut-être que quand il a commencé le journalisme, je n'étais pas encore né. Évidemment, c'est aussi un honneur de partager cette tribune avec lui. Je tiens à vous présenter mes excuses pour le retard avec lequel je suis arrivé. C'est vraiment indépendant à ma propre bonne volonté. Je devais répondre d'abord à des exigences médicales. Il fallait commencer par l'hôpital et pour venir ici. Alors, il m'a été demandé de faire une sorte de focus, un bilan, sur les mouvements des revendications qui ont été opérés dans certains médias plutôt en 2019, de dire si ces mouvements ont permis aujourd'hui aux médias de pouvoir améliorer leurs conditions de vie, mais également leurs conditions sociales. Avant d'en arriver, je voudrais, en 30 minutes qu'on m'a donné ma conception de ce que j'entends par le syndicalisme journalistique. À part ça, je ferai une analyse comparée de la situation ailleurs. Et puis après, je vais chuter sur la question de bilan. J'ai vu dans le programme qu'il y a un avocat qui devait largement intervenir sur les aspects juridiques de ce qu'on appelle syndicalisme. Lui, certainement, est allé dans les définitions, ça c'est évident. Mais il y a unanimité autour de la question du syndicat, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une association des personnes qui se regroupent pour défendre l'intérêt commun. Nous avons des intérêts collectifs, et pour la défense de ces intérêts-là, nous décidons de nous constituer en syndicat au fin de nous défendre nous-mêmes, au fin de défendre notre professionnalisme, notre profession qui est ici le journalisme. Mais mon entendement de la question syndicale des journalistes, j'ai l'impression que nous tournons autour de pot et que nous ne réussirons jamais le syndicalisme journalistique. Pourquoi? Parce qu'à mon point de vue, le combat doit commencer dans la maison. Il faut que nous, journalistes, dans mon entendement de la question, nous soyons jaloux de la profession que nous exerçons et que nous puissions mettre des garanties pouvant nous permettre de défendre cette profession. Pour moi, le syndicalisme entendu comme une association, des gens qui se regroupent pour défendre des intérêts communs, ne peut avoir de l'aura à l'extérieur que si sur le plan endogène, sur le plan interne, nous réussissons nous-mêmes à implanter ce syndicalisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, je vois les journalistes ici, ne nous voilons pas la face. Il faut qu'on se regarde entre nous confrères et qu'on se dise qui est journaliste et qui ne l'est pas. Le problème partira de là. Si nous sommes incapables aujourd'hui de nous dire tel est journaliste et tel n'est pas journaliste, quel est le critérium pour être journaliste? Devons-nous partir de cette définition que moi je qualifie de définition vague de la loi de 22 juin 1996 où on dit c'est quelqu'un qui collecte, qui traite, qui diffuse de l'information? Une définition à mon sens qui n'a pas de fondement. Ou devons-nous avoir le courage de nous regarder en face, de mettre des bornes, de créer une frontière pour se dire on devient journaliste lorsqu'on est dans ça, lorsqu'on fait dans ça. On nous a parlé de la carte de la presse, mais je suis heureux d'être en face des confrères. Nous savons aussi la légèreté qui existe dans cette obtention des cartes de journalistes. Donc, moi ici, je veux qu'on fasse une étude introspective d'abord par nous-mêmes et je me dis que nous ne pouvons pas réussir un syndicalisme journalistique en face des patrons qui nous emploient, en face de ces politiques sans cœur et sans âme, si nous-mêmes au préalable, nous ne faisons pas notre syndicalisme au niveau interne. Je pense que réussir la question du syndicalisme journalisme partira du fait que nous puissions nous dire, les amis, voilà les métiers que nous faisons, nous devons être jaloux de notre métier, le métier ne doit pas être une frontière poreuse qui reçoit n'importe qui, pour être journaliste, voilà ce qu'il faut faire. Et cette façon de faire, moi, je l'obtiens, comme je vous ai dit, je ferai un peu une analyse comparative de ce qui se passe en France. Lorsque vous lisez l'étude, quand vous lisez l'histoire de la presse française, je parle de la question du syndicalisme en France, qui est né aux alentours de 1879, au départ,
C'était une association des journalistes républicains. Et lorsqu'ils ont créé cette association-là, l'association avait 3 objectifs. Les Français à cette époque-là se sont rendus compte que nous ne pouvons pas avoir une association pour défendre les journalistes. Nous ne pouvons pas mettre en place un mécanisme ayant pour objectif la défense des intérêts des journalistes si nous ne réussissons pas nous-mêmes à nous dire qui est journaliste et qui ne l'est pas. Déjà, quand vous lisez l'histoire du syndicalisme journalistique en France, vous allez vous rendre compte que le premier objectif était de protéger le métier de journaliste. Nous devons arriver à nous protéger nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est un métier pour eux où tout le monde rentre, où tout le monde fait n'importe quoi. Ça, il ne faut pas qu'on se voit la face, il faut qu'on se les dise. Les amis tels qu'on est là, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Les Français, pour réussir et arriver là où ils sont, premier objectif, protégeons le métier. En protégeant le métier, ils définissent qui est journaliste et qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être journaliste? Que faut-il faire pour avoir la carte de presse des journalistes français? Et une fois qu'ils ont réussi cet objectif-là, ils sont passés à l'objectif que je considère externe, notamment l'amélioration des conditions de vie et des conditions de travail. On m'a dit de faire un bilan de ce que nous avons fait en 2019. J'aimerais partir de l'expérience des Digital Congo, où moi j'ai été président de la délégation syndicale avec tout le mouvement que nous avons mené, avant de faire une analyse générale des médias. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, on se retrouvait dans une situation où les agents des Digital Congo avaient 15 mois d'arriérés de salaire. C'est invraisemblable, parce que tout le monde le sait, que Digital Congo appartient à la famille Kabila. Et j'affirme ici, devant les caméras, devant vous tous, que Digital Congo appartient bel et bien à la famille Kabila. Je ne les tiens pas de moi-même, je les tiens de M. Mugalou. Au départ, c'était des rumeurs. Moi, je conduisais la délégation des journalistes dans des débats avec l'employeur. Et la première question que je posais avant de commencer à discuter de de tout autre problème, je leur ai dit, il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de votre média. Dites-nous à qui appartient Digital Congo. Parce que de là également, j'ai entendu des critiques, des gens qui nous ont critiqués dans le cadre de ces mouvements en disant, écoutez, vous faites une fixation sur un homme, vous faites une fixation sur Jeannette Kabila, alors que la télévision, ils ont créé, ils ont donné ça entre les gens. C'est faux et je voulais balayer ça. Mugalou, je lui pose une question simple, au nom des agents de Digital Congo. Monsieur, vous représentez l'employeur ici, dites-nous, Digital appartient à qui? Mugalou reprend la parole, il nous dit, je vois certaines têtes avec lesquelles j'étais dans ces négociations. Monsieur Mugalou assume, il dit, Digital Congo appartient à la famille Kabila. Pourquoi il dit que c'est de la famille Kabila? Dans son entendement, Digital Congo a été créé à l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila. Il nous fait voir, j'espère que je dirai tout ce que j'ai à dire dans 30 minutes, il nous fait voir qu'à cette époque-là, Laurent Désiré Kabila, qui aimait beaucoup sa fille qui s'appelle Jeannette, Jeannette était en train d'étudier le journalisme en Namibie, et qu'après, son père, comme il avait beaucoup d'amour pour sa fille, il a dit, j'ai créé une chaîne de télévision, quand ma fille va terminer son, je ne sais pas moi, ses études de journalisme, il viendra trouver un outil pour mettre en application ce qu'il a déjà appris. Malheureusement pour la famille, le papa sera assassiné de la manière dont vous connaissez. Et lorsque la fille revient, il trouve un projet familial qui était construit sur sa personne. La fille va récupérer ce projet familial. Donc, aujourd'hui, en termes juridiques, Digital Congo appartient à la famille Kabila, mais juridiquement à Madame Jeannette Kabila, qui est actionnaire majoritaire. Mais ce n'est pas tout. Madame Jeannette Kabila est PCA de Digital Congo. Donc, c'est elle qui est la présidente du conseil d'administration. On arrive à une situation où nous avons 15 mois. Nous écrivons tout bonnement. On s'est dit, bon, tellement qu'il y a quelques implications politiques dans cette affaire, respectons la loi. Nous écrivons une première lettre dans laquelle on demande aux gens qu'on se mette autour d'une même table, qu'on discute, qu'on voit ce qu'on peut faire pour essayer d'élaguer des problèmes que nous avons au sein de l'entreprise. Aucune réponse ne nous a été donnée. Quelque temps après, nous écrivons une lettre de rappel pour dire aux autorités de Digital Congo, écoutez, il y a des problèmes. Vous avez 15 mois d'arriérés de salaire et de ce fait, vous ne pouvez pas refuser de rencontrer la délégation des agents constituée pour lever les équivoques concernant la situation. Aucune lettre. Nous disons, il faut passer à une autre étape. Nous allons vers l'inspecteur du travail. Nous avons saisi l'inspecteur du travail pour lui dire, il y a des problèmes à Digital Congo, nous avons 15 mois d'arriérés des salaires,
Nous leur avons demandé qu'on se retrouve autour d'une même table pour discuter de la question, mais rien n'est fait. L'inspecteur adresse une première convocation à Digital Congo. Lettre morte. Nous sommes au pouvoir, nous sommes forts. L'inspecteur va adresser une deuxième lettre à Digital Congo. Lettre morte. Nous sommes forts. Et à la troisième, lorsque nous venons, après la troisième convocation, les gens ne sont pas venus. J'ai pris mes responsabilités en tant que président de la délégation des agents de Digital Congo. J'ai dit, ces gens veulent se foutre de notre gueule. On lance un mouvement de grève. Et c'est comme ça que c'était parti. Nous avons lancé un mouvement de grève à Digital Congo. Nous avons discuté pour qu'ils payent une première partie. D'abord, ils nous ont enlevé à peu près 4 mois de ce qu'ils nous devaient sur les 15 mois. Au nom d'un bon sens, nous avons accepté. Et après, pour payer les 11 mois qui restaient, jusqu'aujourd'hui, certaines personnes ne l'ont pas encore reçu. Curieusement, après les négociations, ils décident de bloquer la porte. Une soixantaine d'agents se retrouvent à l'extérieur. Parmi lesquels les meneurs, un certain Perrault Louara, c'est un meneur qui faisait mal, un certain Salomon Bimancha, un certain jusqu'à... On est une cinquantaine d'agents, on se retrouve à l'extérieur parce que Jeannette Kabila, parce que Digital Congo a décidé, vous nous avez fait mal, tout ça, ne venez pas. On entre encore dans une deuxième série de négociations avec Digital Congo. On leur dit ça, c'est violer la loi. On s'est mis autour d'une même table, laisser les gens reprendre le travail. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais accepté. C'est là que le vrai combat va commencer, au-delà du combat que nous avons mené pour le salaire. Faire un bilan de ce combat-là, d'abord à Digital Congo, avant d'aller à l'extérieur, ce combat se cristallise autour d'une personne. Cette personne s'appelle Jeannette Kabila Kyungu. J'assume ce que je dis. Les amis, beaucoup m'ont fait la remarque en disant, mais on a l'impression que le mouvement syndical et Digital Congo a un problème avec Jeannette Kabila. Mais j'ai fait remarquer à Mme Jeannette Kabila que pour moi, il y a un sens d'honneur à défendre à la question des Digital Congo. Vous avez sur votre tête le nom de quelqu'un qui est héros national. Vous êtes la fille de Laurent Désiré Kabila, admis à l'ordre des héros national avec Lumumba au Congo. Et par honneur, vous devez quand même respecter ces noms. C'est la première chose. La deuxième des choses, pour ceux qui ont fait la remarque et le reproche, Jeannette Kabila est quand même PCA de Digital Congo. Je m'amusais encore ce matin en venant ici. J'ai appelé 2-3 kabilistes parce que je savais que j'intervenais ici. Je leur ai demandé des kabilistes qui sont mandataires. Je leur ai dit, vous êtes des mandataires dans vos entreprises. Dites-moi, dans votre entendement, quel est le rôle du PCA? Je vais vous lire un message qu'une kabiliste, Péperdienne, m'a envoyé. Et ça va certainement lever les équivoques sur les gens qui pensaient que nous faisons une fixation. Ça, c'est une kabiliste dont j'étais les noms, qui m'envoie les messages. Je lui pose une question simple et j'ai dit, quel est le rôle d'un PCA dans une entreprise selon vous? Elle répond, le PCA est le grand patron qui chapeaute le conseil d'administration, qui est l'organe suprême de contrôle dans une entreprise. Mais son rôle reste passif. Le PCA est le patron qui chapeaute le conseil d'administration. Donc, Jeannette Kabila Kyungu, la sœur jumelle de Joseph Kabila, n'est pas seulement propriétaire de Digital Congo, mais elle est le patron qui chapeaute le conseil d'administration de Digital Congo. Quel est le péché des agents de Digital Congo aujourd'hui? De pouvoir dire à Jeannette Kabila, qui non seulement est PCA de Digital Congo, mais aussi propriétaire, que madame, nous sommes dans une situation compliquée, donnez-nous notre argent. Quel est notre péché? Le fait d'avoir dit à madame Jeannette Kabila que cette affaire vous appartient, non seulement que vous en êtes propriétaire, mais aussi PCA. Et le problème, si les gens se retrouvent dans la rue aujourd'hui, on vous dit parce que vous avez touché à Dada. Parce que même pendant les négociations, le seul péché des agents de Digital Congo qui sont dehors, c'est le fait d'avoir touché à Dada. Mais je leur ai dit, Dada, ce n'est pas un dieu. Dada, c'est un homme. Elle peut être faillible dans sa gestion de l'entreprise. Et quand tu leur opposes ça, on te dit, Dada peut être faillible, mais le problème c'est que Dada ne gère pas Digital Congo au quotidien. J'ai dit, mais si Dada ne connaît pas ce qui se passe à Digital Congo, j'assume ce que j'ai dit, c'est que Dada est irresponsable. Je ne peux pas, moi, comprendre que vous êtes propriétaire d'une chaîne de télévision, vous êtes PCA de cette chaîne de télévision-là, un problème se pose, vous venez nous opposer le fait que Dada ne vient pas à Digital, elle ne connaît pas ce qui se passe à Digital Congo. En loi, on dit, en droit plutôt, on dit,
personne ne peut se faire prévaloir de sa propre turpitude. Si Dada n'a pas des informations sur Digital Congo, alors qu'elle en est propriétaire et PCA, si Dada ne sait pas ce qui se passe à Digital Congo, ce n'est pas notre problème. Dada n'a qu'à payer des gens leur argent. Et nous en sommes à ce niveau-là où, parce que les gens ont dit, Dada, donnez-nous notre argent, on décide de vous fermer la porte. Parce que vous avez touché le sein. Parce que vous avez touché là où il ne fallait pas le faire. Nous, on s'est dit, droit sur nos bottes, que Dada doit nous donner de l'argent. Maintenant, en 2019, on a vu ce mouvement-là à la RTVS 1. On a vu le même mouvement à Télé 50. Nous avons vu le même mouvement à Digital Congo. Quelle est la situation aujourd'hui? La situation, c'est que c'est un échec. On doit s'assumer. J'ai comme l'impression que la situation des journalistes, je prends le cas des Digital, s'est dégradée davantage qu'avant ces mouvements. Parce qu'ils ont pris des courtisans, des gens qui n'ont aucune connaissance de ce métier. Je vous dis qu'aujourd'hui, les gens qui dirigent Digital Congo, que moi j'ai vu naître, il y en a ceux qui n'arrivent même pas à écrire leur propre nom. Je vous dis la vérité, ceux qui travaillent à Digital sont là, ils vous le diront. J'ai dit que je suis heureux d'être en face des confrères. Ceux qui dirigent aujourd'hui la maison, certains ne savent pas écrire leur nom. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Parce que le professionnel était ici, les Perrault, les Salomon Bimancha, et qu'ils n'ont pas prêté allégeance aux antivaleurs, il fallait trouver des courtisans, des sbires, des gens qui n'ont aucune connaissance de ces métiers. Ils ont mis ces gens-là à la tête, et ces gens-là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de dire oui et amen. Donc, si je dois faire un bilan des mouvements syndicats des journalistes lancés en 2019, je dirais que c'est un échec. Deux choses à dire sur la question. La première des choses, il faut ici saluer la naissance de ces mouvements-là. Parce qu'il y a eu un moment, Kabila au pouvoir, Kalev tout puissant, je ne vois pas les agents de Digital Congo avoir le courage de descendre dans la rue et de ne pas se retrouver demain à l'ANER. Moi-même, quand je regarde la situation, je me dis, avec ça, si c'était à l'époque de Kalev, ma place serait dans le cachot de l'ANER. Ça, c'est des choses qu'il faut saluer. Quand vous prenez la situation à Télé 50, c'est des situations qu'il faut saluer. Mais ces mouvements-là n'ont pas eu réussite, n'ont pas gagné parce qu'il n'y a pas eu une adhésion massive. Nous avons été trahis par nos propres confrères. C'est là le problème. C'est là que j'ai dit, le combat doit commencer à l'interne. Parce que ces mouvements que nous avons lancés en 2019 ne produisent pas suffisamment d'effets aujourd'hui. Parce qu'il y a trahison à l'intérieur de nous-mêmes. Si au départ on avait lancé le mouvement syndical à l'intérieur et qu'on savait qui était vrai journaliste et qui ne l'était pas, et qu'on se mettait d'accord sur les idéaux, nous disons, écoute, le journaliste c'est celui-ci, voilà sa part de responsabilité, voilà la part de responsabilité de son employeur, on ne se retrouverait pas dans une situation où un mouvement de revendication est trahi par les propres journalistes. Qu'est-ce qui se passe à Télé 50 aujourd'hui? Vous n'avez plus Floride Zantoto, vous n'avez plus Patine Kéry, mais vous avez un Fabien Lumbala qui, lui, est allé dire à Jean-Marie Kassamba derrière, ces gens-là ne sont absolument rien, moi-même, je peux faire le travail de 10 personnes. Je vous dis la vérité. Nous sommes entre nous qu'on se dise les choses en face. Qu'est-ce qui s'est passé à Digital Congo? Vous étiez à Digital Congo, vous avez derrière vous un Blaise Aïnda qui lui va dire, comme lui il est coordonnateur de la télé, ne suivez pas... Heureusement, Dieu sait faire les choses. La situation s'est dégradée et il s'est retrouvé dans une situation pire que nous. Il venait de démissionner, j'ai appris. Parce qu'il était dans une situation pire, beaucoup plus catastrophique que la nôtre. Si à l'époque, je prends le cas de Blaise Aïnda, je parle d'une maison, je cite les noms. Il a démissionné. Oui, il a démissionné, ça fait 3 semaines. Il est coordonnateur de la télé. On lui dit, un coordonnateur n'a plus le droit de faire un reportage. Il amène l'argent pour le reportage, ça ne passe pas. On suspend toutes ses émissions. Voilà. Or, à l'époque, j'ai vu Zaïd en face et je lui ai dit, mon frère, tu as fait l'IFASIC avec moi. Tu as semé 5 ans de ta vie pour être journaliste. Ces gens qui sont là n'ont pas ton niveau. Nous nous battons non pas pour les individus, nous nous battons pour un idéal. Le respect du travail que nous faisons. L'amélioration de nos conditions de vie. Il n'a pas compris ça. À côté de lui, vous avez une Sarah Fanny Dacruz, parce qu'elle était adjointe de Digital Congo, elle pensait que, mais elle aussi, elle a fui, pour votre information. Mais je vous dis la vérité. Elle a fui, elle s'est camouflée derrière une mise en disponibilité indéterminée. C'était la première fois que j'apprenais ça. Elle a écrit une mise en disponibilité indéterminée pour partir.
En réalité, ils ont tenté de faire du mal à leurs propres confrères, mais ils se sont fait mal eux-mêmes. Voilà des personnes qui ont fait que le mouvement de 2019 ne progresse pas. C'est nous-mêmes les journalistes. C'est nous-mêmes les journalistes. C'est-à-dire que les amis lancent un mouvement pour la... Edmond Izouba est ici. Je le vois. J'ai vu comment il s'est engagé pour RTVS1. Mais ce sont les journalistes qui sont allés voir Mozito et sa fille, la femme de Mouyaya, pour lui dire, Edmond Izouba, il croit être super journaliste, je peux faire le travail d'Izouba. Mais aujourd'hui, regardez RTVS1. Regardez même Digital Congo. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui regardent encore Digital Congo ici dans la salle. Prenez Télé 50. Prenez Télé 50. Prenez ce qu'était Télé 50 lorsque les Patis Kerry, les Florides Zantoto, les Jolis Dioka et les autres étaient là. Vous n'allez pas arriver à Digital Congo, enlever Salomon qui a fait 15 ans. Digital qui a fait plusieurs fois moins Namboka avec des trophées. Vous venez, vous prenez un Perro Loire qui vous produit 4 émissions dans la grille des programmes. Vous dites, bon, puisque vous avez touché à Dada, partez. C'est quand même des gens qu'on ne remplace pas du jour au lendemain. Pourquoi ça a échoué? J'ai dit qu'il y a deux choses. Je crois que j'ai terminé mes 30 minutes. J'ai dit deux choses. Sur le thème qu'on m'a donné, bilan de la situation des journalistes, première chose, c'était des mouvements qu'il fallait saluer. Dans un contexte de brimade, dans un contexte où le travail est difficile, où les gens vivent des coupages, ils travaillent dans un média comme Digital, comme Télé 50, où les coupages sortent un peu plus facilement, mais il y a eu des braves, des courageux, qui se sont mis debout pour dire, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. C'était un élan qu'il fallait absolument encourager. La deuxième des choses, je dis que ces mouvements n'ont pas marché parce qu'à l'intérieur des maisons pour lesquelles on travaillait, il y a des courtisans, il y a des sbires, il y a des gens qui sont là pour dire « ils sont rien, nous pouvons faire ce que eux faisaient ». Malheureusement, l'histoire nous a appris qu'après nous, c'est le déluge. Et ceci arrive pourquoi? Et je termine par là. Parce que nous réfléchissons mal notre système syndical. Le syndicalisme journalistique aura des faits, aura de l'impact au Congo si nous les commençons à la maison. Il faut qu'on commence ce syndicalisme-là à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut qu'on soit jaloux de notre profession. Il faut qu'on ferme les frontières, qu'on ne laisse pas les frontières poreuses. Il faut qu'on soit rigoureux dans la distribution, dans l'attribution des cartes des journalistes. Le combat doit partir de là. Si nous réussissons à savoir qui est journaliste, à poser des critériums clairs sur la question du journalisme, ceci nous amènera à avoir des valeurs pour lesquelles l'ensemble de la corporation est prête à donner sa vie. Et c'est seulement au terme de ça que ce que nous faisons aura de l'effet à l'extérieur. Sinon, ça sera des faits spontanés, sporadiques. Ça a eu lieu à Digital Congo, ça a eu lieu à Télé 50. Et la conséquence, c'est quoi? Aujourd'hui, si vous allez demander ce même mouvement à Univers ou chez Moïse Mbié, comment ça s'appelle sa chaîne? Siloé, les gens qui sont là auront peur. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Les Perrault avaient tenté ça à Digital. Les Florides Zantoto avaient tenté ça à Digital. Ils ont perdu de leur emploi. Nous, on se contente des 50 000 francs, des 100 000 ou des 150 $ qu'on nous donne. On reste là. Si ça ne vient pas ce mois, ça peut venir après 4 mois. Et ils ont créé un climat de peur qui aujourd'hui tue dans l'œuf le mouvement que nous avons lancé en 2019. C'est de notre propre faute si aujourd'hui je suis incapable de dire que le mouvement lancé en 2019 a réussi à améliorer les conditions socio-professionnelles de ceux qui sont restés. D'ailleurs, retenez-le, les conditions se sont dégradées. Là où je suis content, c'est que ceux qui nous ont combattus, ceux qui nous ont fait la guerre, après ils se sont retrouvés dans des situations beaucoup plus dramatiques que nous. Merci beaucoup. Attendez. Le journaliste n'a pas comme travail de produire l'argent dans une entreprise. Aujourd'hui, c'est une aberration quand on nous dit dans nos rédactions qu'un élément du journal doit payer 200 $. Ailleurs, ce sont les médias qui payent pour avoir des interviews. Moi, je suis le football, j'adore le football. Zinedine Zidane a signé un contrat de 5 millions de dollars an avec TF1 à l'époque. Avec TF1 à l'époque, pour avoir l'exclusivité de toutes les interviews de Zinedine. Donc TF1 a pris l'argent, il a donné à Zidane, et il a dit à Zidane, tu ne donnes des interviews nulle part que chez nous. Ce n'est pas le seul cas qu'il y a. Ailleurs, ce sont les médias qui payent
des gens pour avoir des interviews. Mais ici, chez nous, on a fait une inversion des valeurs. Vous allez à un endroit, vous couvrez une activité, et à la fin, vous êtes là comme des petits enfants, vous attendez le coupage. Ce que vous posez comme question, c'est le fait tout simplement de se dire que nous sommes dans une sorte d'inversion des valeurs. Malheureusement pour nous journalistes, cette inversion des valeurs est ancrée dans nos têtes. Nous croyons que les bêtises que nous faisons, c'est vrai, c'est une réalité. Moi, mon travail de journaliste, ce n'est pas de produire l'argent. La mission première d'une rédaction, ce n'est pas d'amener l'argent à l'entreprise. Vous dites, si les journalistes ne produisent pas. Bon, écoutez, j'ai entendu ça aussi à Digital. D'ailleurs, ils nous ont sorti une liste, la rédaction, pendant les réunions, Salomon est là. La rédaction, pendant les mois de juin, vous avez payé 4 000 $. Mais j'ai pris la parole, je leur ai dit, il faut d'ailleurs nous applaudir plutôt. Parce que nous, par essence, nous faisons l'information. Et l'information n'a pas pour objectif de produire l'argent. Si le journaliste ne produit pas, les services de marketing, mais le média c'est une maison. Vous avez les services de marketing, vous avez les services commerciaux. Ceux-là ont l'obligation d'aller chercher les marchés pour le compte de la maison. Et le journaliste a pour obligation d'aller chercher l'information et informer son public. Mais, boulouilleke, comme on dit, et quotidiennement, malheureusement, nous-mêmes les journalistes, nous avons intégré ces boulouilleke, d'où d'ailleurs le sens de ta question. C'est ça, malheureusement. Veuillez enchaîner avec la question de Rémi. Je viens sur la question de Rémi Kalonji. Il dit, je parle de journalisme. Rémi, je m'en tiens à la loi. Une loi que je condamne d'ailleurs. Aujourd'hui, moi, ça me surprend. On utilise les médias, surtout certains journalistes, comme un espace pour devenir député demain. Nous avons des cas. Je suis journaliste. Banakin, Kabila Ibaki, demain je suis député. On voit cette vague-là naître dans la profession. Malheureusement, même ceux des nôtres qui sont là-bas ne proposent aucune loi. Aucune loi. Serge Kayembe est passé là-bas. Zachary Bababa est passé là. Geneviève Inagosi est là-bas. Christelle Voanga est là-bas. Clément Zaou est passé là-bas. Ariette Ouamou. Même ceux-là sont incapables aujourd'hui de réfléchir autour d'une loi pour le journalisme. Aujourd'hui, le président Kassongue est là. L'exercice du métier de journaliste est régi par la loi du 22 juin 1996. Nous sommes en 1996. Tout le monde sait qu'en 1996, c'est la dictature de Mobutu. Cette loi-là est une loi liberticide. Lorsque vous lisez la plupart d'articles qui se retrouvent dans cette loi, vous vous rendez compte que cette loi n'est pas une loi censée promouvoir l'exercice du métier de journaliste. Il va de notre responsabilité aujourd'hui de réfléchir pour la modification de la loi. J'en viens à ta question. Si je dois me référer à cette loi, qui est journaliste? Un journaliste, c'est un monsieur qui a pour travail de collecter, de traiter, de diffuser de l'information et qui vit, la loi dit, et tire l'essentiel de ses revenus sur le travail qu'il fait. Déjà à partir de cette loi-là, nous ne pouvons pas dire que nous tous, comme nous sommes là, nous sommes des journalistes. Parce que personne de nous tous ici ne peut me dire que le salaire qu'on lui paye dans sa rédaction lui permet de payer sa maison, de payer une voiture. Personne. Nous tous, on est là, on vit des coupages. Ce n'est pas ce que la loi dit dès le départ. Partant de la loi, si je dois prendre le troisième aspect, je dirais que de nous tous ici, aucun n'est journaliste. Parce que la loi dit, la personne trouve l'essentiel de ses revenus du travail qu'il est en train de faire. En tout cas, sauf si je me trompe. J'ai dit ceci, Total Anamniso. Ils sont combien les chaînes de radio et de télévision qui payent $100 aux journalistes? Je parle de $100. J'ai 17 ans dans le métier. Digital Congo payait $200 aux journalistes. Tu es là-bas et aujourd'hui on paye même 100, 150 à certains journalistes. 100, 150. D'ailleurs, 100 qui vient après chaque 4 mois. Parce que mes informations annoncent que le dernier salaire que tu as touché, c'était au mois de janvier. Mois de janvier au février. Là, nous sommes au mois... Attendez. Là, je vous dis la vérité. J'ai dit que nous sommes dans un panel de journalistes et disons-nous les choses en face. Mes informations annoncent que le tout dernier salaire que toi, Rémi Kalonji, tu as touché tes 200 ou tes $150, c'était au mois de février. Bon, j'accepte, tu parles du mois de mars. Nous sommes au mois de juillet, août même. Ok, c'est la première des choses. La deuxième des choses. Vous avez des médias comme RTGA. Moi, je préfère citer, comprenez des cas. Les amis, ne nous volons pas la face. Nous sommes dans un panel de journalistes.
Mais les salaires d'un journaliste là-bas, c'est 80 000 francs. Je vous dis la vérité. S'ils sont là qui me contredisent. Un grand média comme RTG paye 80 000 francs congolais. Et aujourd'hui, ils ont 17 mois d'arriéré de salaire. 80 000 francs. Je vous dis la vérité. 80 000 francs. Donc, si je dois rester dans la définition de la loi du journalisme, je dirais qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui traite, qui collecte, qui traite, qui diffuse des informations et qui vit de ça. Partant de ça, nous ne sommes pas des journalistes. Maintenant, je donne mon modèle de journaliste. Je suis licencié en journalisme, moi. J'ai été à l'IFASIC pour apprendre le journalisme. Mais je ne suis pas complexé des gens qui pensent que pour être journaliste, il faut avoir un diplôme de l'IFASIC. Encore que tu le sais, à Digital Congo, j'étais parmi, dans les départements de formation des stagiaires à Digital Congo. J'étais parmi ceux qui encadraient. Et les étudiants que l'IFASIC nous envoie depuis quelques années, je vous dis, je préfère encore mon fils qui est en 6e année primaire. Hein. Je vous dis, je préfère. Moi, j'ai encadré les stagiaires à Digital Congo, je préfère encore. Est-ce que c'est l'IFASIC qui produit les meilleurs journalistes? Aujourd'hui, j'ai dit non. Je ne crache pas sur l'alma mater qui m'a formé, mais j'ai dit, le débat, je ne le tourne pas autour de la diplomanie. Ce débat de se dire, c'est complexe, des gens qui sont venus de l'IFASIC en disant, les vrais journalistes, c'est nous, j'ai dit faux. Et d'ailleurs, dans l'histoire du monde, quand vous lisez les grands journalistes, ils n'ont jamais été de la profession journalistique. Vous prenez les PPDA, c'est des juristes, vous prenez tout ce grand monde-là, c'est des gens qui ne sont pas sortis d'une école traditionnelle de journalisme. Mais il y a lieu de faire quelque chose, les amis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous devons nous rendre compte que ce que nous faisons n'est pas normal. Nous avons des mouvements comme l'UNPC, comme GED. On peut, au-delà de cette définition vague, à mon point de vue, trouver des mécanismes pour mettre des barrières. C'est possible que dans la loi, nous puissions trouver des occasions pour dire quelqu'un qui traite, qui fait ceci, qui fait ça, qui a aussi une formation ou qui a la bénédiction de ses pairs, il y a moyen de faire un contrôle. Si par exemple, je garde le même article, la même loi, le journaliste, c'est quelqu'un qui a pour mission de collecter, de traiter, de diffuser l'information, qui vit de cette information et qui a son accès dans le métier à la bénédiction de ses pairs, ça nous permet ne fût-ce que d'avoir un contrôle. C'est-à-dire une petite modification de la loi peut nous permettre d'avoir un métier, il y a beaucoup de quand même, où on ne reçoit pas n'importe qui, où nous ne donnons pas la carte à n'importe qui. Il nous revient, nous-mêmes journalistes, au travers des mouvements de la coopération, de se mettre d'accord, de reconnaître que ce que nous faisons n'est pas normal, c'est que nous sommes descendus trop bas, et de là, à trouver des mécanismes pour relever le métier. Et pour moi, il est obligatoire aujourd'hui, si nous voulons réussir, de mettre les garde-fous. Nous ne pouvons pas être dans un métier où on n'est pas jaloux de ce que nous faisons quand même. C'est possible. Malheureusement, même ceux qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont sortis de chez nous, ils sont là, ils se contentent de 4 et de 6 000 $ aujourd'hui, les restes, ils s'en foutent. Ils reviendront en 2023, créer d'autres émissions, faire beaucoup de bruit pour être élus. Donc, pour le moment, je m'en tiens à cette définition de la loi. Et déjà partant de cette définition, j'ai dit que si nous devons rester puristes par la définition, il n'y a pas de journalistes au Congo. Mais il y en a des faits, nous les faisons. Mais moi, je prêche pour que, au niveau des organismes de la coopération, que nous puissions trouver un moyen que par la loi, nous puissions mettre des garanties et permettre à ce que nous n'ayons pas de frontières poreuses où tout le monde rentre. Nous aurons un patron fort parce qu'il a des travailleurs qui sont dans un syndicat fort, protégés. Mais de toutes les façons, lorsque vous travaillez dans une entreprise, vous êtes correctement payé, vos enfants ont du lait, vous n'avez pas de problème pour payer les loyers. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait pour cette entreprise. Vous avez intérêt à protéger ce boulot qui vous permet de nouer les 2 bouts du mois. En respectant ce boulot-là, vous rendez les patrons de ce boulot-là forts. Et le boulot et les patrons se trouvent renforcés par votre engagement. Et cet engagement est issu de quoi? Cet engagement est issu du fait que vous avez un syndicat fort qui défend vos intérêts. Une fois que vous êtes garanti dans vos intérêts, vous donnez le meilleur de vous-même pour que l'entreprise et les patrons soient forts. Les deux concepts, à mon point de vue, ne s'excluent pas. Nous pouvons avoir des patrons forts, d'un côté, mais aussi des syndicats forts. Les deux peuvent marcher ensemble. Je remercie les gens qui me félicitent. Je dois vous avouer que le combat que nous avons mené en 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a encore quelques stigmates. Edmond est là. Depuis que j'ai lancé ce mouvement de grève, je crois avoir été en clandestinité 7 fois. 7 fois.
clandestinité, loin de ma famille, loin de mes parents. Mes proches le savent, Edmond est parmi ceux qui m'aident. La dernière clandestinité, Edmond, c'était il y a 1 mois, 2 mois, 1 mois. Avant la plainte de Calcon. Avant la plainte. Oui, donc, depuis qu'on a commencé cette affaire, Jeannette a dit, j'ai été en clandestinité 7 fois. Donc, ce n'est pas facile. Il faut avoir du courage pour faire ce qu'on est en train de faire. Donc, vos félicitations me vont droit au cœur. Et je vous dis que nous avons besoin de ce courage-là pour le faire. Je commence par Israël. Israël dit, d'une certaine manière, j'ai dit que le mouvement, on n'a trouvé rien de concret. Non. Parce que j'ai vu la même question revenir avec madame. Je ne me suis pas fait comprendre. On a trouvé beaucoup de choses dans ces mouvements. La première des choses, ma première satisfaction, c'est le fait d'avoir eu le courage d'hausser le ton face aux gens supposés être forts. Lorsque nous lançons ces mouvements de grève, tout le monde nous dit, vous pouvez parler de tout, sauf des dada. Et on nous fait comprendre qu'elle est plus compliquée que son frère. Il y a des gens, nous on a surnommé un certain nombre de personnes des Jekofa. Déjà, je connais la famille. Parce qu'il y avait des gens qui venaient vous dire, toi, je connais la famille. Il vaut mieux avoir un problème avec les jumeaux plutôt qu'avec la jumelle. Mais nous avons pris notre courage pour expliquer à la jumelle qu'est-ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas normal. Ça, c'est une grande satisfaction, c'est une grande réussite. Dans l'histoire du Congo, nous, grévistes de Digital Congo, nous avons été le premier à dire à Mme Jeannette Kabila que tout le monde craint comme si c'est une foudre, que ce que vous faites, madame, ce n'est pas normal. Nous n'avons pas un problème personnel avec vous. Vous êtes PCA de cette maison, vous êtes propriétaire. Ce que vous faites, ce n'est pas normal. Ça, c'est une grande satisfaction. Nous avons amené le combat, la peur qui se faisait sous la table, sur la table. Et tout le monde a dit, il parle de Jeannette, il parle. C'est vrai que ça nous a créé ce que ça nous a créé, ça nous a amené à être loin de nos familles, mais nous savions que le combat dans lequel on rentrait, c'était un combat risqué, un combat dangereux. Nous avons mesuré le pour et le contre et nous avons décidé d'y aller. Et nous sommes encore dans ce combat-là. C'est la première chose. La deuxième chose, j'ai dit ici qu'on avait 15 mois d'arriéré de salaire. Nous avons été payés. Ça, c'est une grande réussite. Lorsque nous lançons un mouvement de grève, le mouvement des Digital Congo, on avait 15 mois d'arriéré de salaire. On lance des négociations avec Mugalou, avec sa grosse Bible qui venait tout le temps prêcher, pendant les négociations prêcher. Parce qu'après, je parle de la Bible, parce qu'après, ça s'est avéré que toutes les promesses qu'il a faites, malgré son état de pasteur, il ne les a jamais respectées. Ah ben oui. Si la situation des Digital s'est dégradée et se retrouver dans la situation où nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de Mugalou. C'est à cause de l'ambassadeur Mugalou. Je préfère qu'il sache qu'il n'a pas respecté son statut de pasteur. Lui, il est pour beaucoup dans la dégradation de la situation des Digital Digital Congo, M. Mugalou. Nous lançons le mouvement de grève. Mugalou nous dit nous devons donner notre part. Salomon était le plus salarié de nous tous à l'époque. Il a accepté de sacrifier 4 mois de son salaire. Sur les 15 mois, nous avons dit, pour l'amour de l'entreprise, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour nous payer les 15 mois, nous vous cédons 4 mois. Payez-nous 11 mois. Et ils ont payé le 11 mois. Donc la pression a payé parce que le 11 mois nous ont été payés. Malheureusement, il y a un groupe de gens qui sont rentrés à Digital Congo. Parmi les traîtres qui sont restés à Digital Congo, ils n'ont pas reçu parce qu'il fallait payer par palier. Moi, les 11 mois, mes 2 paliers, je les ai reçus. Mes arriérés, je les ai reçus. Donc, je ne peux pas dire que ce mouvement, c'est un échec. C'est un mouvement qui a mis à la face du monde les anti-valeurs incarnées à Digital Congo par sa propriétaire, Jeannette. Je l'ai dit, j'assume ce que j'ai dit. Jeannette Kabila. C'est elle qui est PCA de Digital, c'est elle qui est la propriétaire. Donc, nous avons fait quelque chose. Donc, nous ne pouvons pas considérer aujourd'hui que ce que nous avons fait était un échec. Non, ce n'est pas un échec. Vous dites qu'il y a un problème entre les journalistes pro-Camer et pro-ceci. Ça me ramène à mon hypothèse du départ. Il faut qu'on se retrouve, qu'on discute. Les amis, ça je parle aussi de Salomon, je ramasse le tout. Il dit que dans l'éthique, le journaliste doit être neutre. La question de la neutralité journalistique, à mon point de vue, est un mensonge. C'est de l'hypocrisie tout simplement. Lorsqu'on vous engage à Digital Congo, et au-dessus de nous tous, il y a un principe que nous tous, journalistes, nous savons, on appelle ça la ligne éditoriale. C'est-à-dire, lorsque vous vous faites engager dans un média, vous êtes obligé de travailler sous la ligne éditoriale de ces médias. Une fois que vous êtes engagé dans ce média, vous perdez d'une certaine manière votre neutralité. La notion de la neutralité, de la pure neutralité, ne peut pas exister en journalisme. Et ce n'est pas une invention congolaise. Vous savez, quand vous arrivez en France, vous savez que Libération est un journal de la droite.
vous savez que Figaro est un journal de la gauche. Quand vous êtes aux États-Unis aujourd'hui, vous savez que le New York Times est un journal dont la ligne éditoriale est contre Donald Trump. Donc, arrêtons de nous cacher derrière cette pure neutralité qui, dans le fond, ne peut pas nous être donnée. Mais le problème, c'est que nous le faisons mal. Il y a biso eleki. Au moment où on a joué ça pendant Moutouachi, pour la caméra, Moutouachi, pour la fachi. Il y a biso eleki. Parce que les confrères qui sont à l'extérieur travaillent aussi sous la coupole de la ligne éditoriale. Mais ils ne font pas ce que nous faisons. Nous en faisons un peu de trop. Évidemment, pourquoi on arrive à ça? Mais à cause de la paupérisation des métiers, les amis. Je vous donne un cas. Moi, je suis malade. J'ai fui. Edmond est au courant. En pleine clandestinité, je tombe sérieusement malade. Sérieusement malade. Je veux me faire consulter dans sa voiture, on m'amène à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, on me dit que j'ai des problèmes des reins. Je suppose que j'ai été empoisonné, probablement, dans ce combat. On me dit, ça me donne même envie de pleurer, c'est pas grave. On me dit que j'ai des problèmes des reins. Un problème d'insuffisance rénale, je dois être soumis à la dialyse. J'ai dit, à mon âge, dialyser. Mais il faut qu'on vous soigne, les amis. Vous savez combien ça coûte se faire soigner des reins. Et en ce moment-là, je ne peux pas sortir dehors parce qu'on va m'arrêter, on va me créer des problèmes. Mes amis, ici, on a commencé à chercher l'argent, il n'y en avait pas. Un des amis du groupe me dit, écoute, il appelle quelqu'un dans le Sirail politique. Je ne cite pas son nom. Ce monsieur-là m'envoie 1500 $. Je ne l'ai jamais rencontré. Je suis sur mon lit de malade à l'hôpital. L'ami vient, il me dit, écoute, j'ai appelé tel. Je lui ai expliqué que nous avons un journaliste qui a un problème. Il vous a envoyé 1500 $. Les gars, vous voulez me voir moi demain dire de mal de ce monsieur-là? Non, j'ai dit que c'est un panel de journalistes. Discutons entre nous. Discutons entre nous. J'ai des problèmes de reins parce que j'ai été empoisonné dans le combat que je suis en train de faire. Ma femme et mes enfants en train de pleurer voyant la mort de leur papa venir. Je n'ai rien, je suis en clandestinité. Mes amis entrent en contact, quelqu'un m'envoie 1500 ou 1700 $. Et c'est avec cet argent-là que je me suis fait soigner dans ma clandestinité. Demain, parce que je suis Perrault, je dois au nom de la liberté, de la neutralité, venir massacrer ces messieurs-là. D'une certaine manière, c'est comme ça que c'est la paupérisation. Si mon métier pouvait m'assurer les soins de santé, je n'aurais pas eu besoin de ces messieurs-là. Pourquoi les amis, les Edmond et les autres sont allés toquer à gauche et à droite? Parce qu'en tant que journaliste, le travail que j'ai fait ne peut pas me payer. Ne peut pas me payer. C'est ça la responsabilité que nous avons, nous, journalistes. Protéger notre travail, faire de sorte que ce travail ici prenne en charge son homme. La question de la neutralité, aussi longtemps qu'on n'assurera pas la paupérisation, aussi longtemps qu'on ne mettra pas de barrières pour sauver notre travail, pour être jaloux du travail que nous faisons, les amis, appelez l'éthique, appelez la déontologie, appelez la neutralité, ça ne marchera pas. Saint Thomas d'Aquin disait, il faut un minimum de confort pour exercer la vertu. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être vertueux dès lors que vous ne lui assurez pas un minimum de confort pour manger pour ses enfants. Donc, je termine par là, je vois les modérateurs me faire signe. Je réponds à la question de Madame Nelly qui me dit, vous avez parlé de l'échec. Madame, non, je n'ai pas dit que nous avons échoué. Nous avons mis sur la place publique les antivaleurs de Dada, la toute-puissante. Nous lui avons expliqué que Dada, ce que vous faites, ce n'est pas normal. Vous êtes Kabila, sur vous pèse le nom de votre papa. Ce n'est pas un acharnement. Vous n'êtes pas seulement propriétaire de Digital Congo, mais vous en êtes le PCA. À ce titre-là, c'est vous qui gérez le conseil d'administration. Vous devez savoir ce qui se passe. Rien qu'à passer à la télé, à parler de Dada, pour moi, c'est une grande victoire. Comme j'ai dit, même si c'est après, ça m'a créé des problèmes. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, les gens ont quand même été payés. Là où je suis avec eux maintenant, c'est parce qu'en ce moment ici, ils ont décidé de prendre 50 personnes, de les mettre à la porte de manière abusive. Nous attendons l'établissement du PV de non-conciliation au niveau de l'inspection du travail parce que nous sommes là. Je crois qu'on peut recevoir ça, Salomon, peut-être la semaine prochaine. Et si, comme on ne s'est pas entendu, on va prendre ce PV de non-conciliation, on va aller au tribunal. Donc, nous continuons encore le combat. Alors, vous me dites, que faut-il faire? Et qu'est-ce que vous conseillez aux autres? Ce que je conseille aux autres, c'est le courage. Vous ne pouvez pas mener un mouvement
qui appelle à des réformes. Parce que pour réformer, vous devez déboulonner un système qui était déjà ancré. Vous devez aller à l'encontre des personnes qui sont déjà ancrées ce système-là en eux. Pour déboulonner ce système-là, il faut qu'il y ait des courageux. Si parmi nous, nous avions du courage et on s'est dit cette situation, ce n'est pas normal. Les amis, je vous dis que ces patrons de presse ne représentent rien par rapport à nous. Ce n'est pas qu'on lance un mouvement de grève, nous on est dehors, Blaise Aïnda qui est journaliste et Sarah Fanny Dakouz s'organisent pour faire un semblant de journal qui doit passer. Floride est dehors, Fabien Lumbala qui est journaliste comme les autres, prend une petite équipe, s'organise pour faire un semblant de journal à Télé 50. Si nous réussissons à avoir ces courages-là, à fédérer nos efforts et à voir les choses de la même manière, ces patrons vont trembler devant nous. Pour terminer, je voulais tout simplement dire merci à nos amis de Olpa d'avoir pensé à moi pour intervenir. Je pense avoir été à la hauteur de vos attentes. Sinon, il n'y a pas de problème. Les critiques sont là pour tout le monde. Merci à vous également de nous avoir suivis. Suivez pour les brevets de participation. Faites juste les noms. Les noms vous les mettez au président et puis le président remet au chômage. Bon, Observatoire de la liberté de la presse, brevet de participation. Le présent document certifie que messieurs, madame, a participé à la table ronde sur la syndicalisation des journalistes et le droit de la grève, fait à Kinshasa le 22 juillet 2020, Kabongo Mboui, secrétaire exécutif. Je commence, monsieur Salomon Bimancha. C'est quand même le premier de la classe. Attention, Corona. On se sert pas la main. Monsieur John Kabessa. On lui applaudit, non? Je crois que ça doit être une dame. Violette Nseya. Je laisse la mettre quoi aussi. On va faire quoi? Si tu appelles toi personne aussi. Non, donnez au président. Donne au président. Marien. Attendez, donnez au président. Marien Niembo. Oui, c'est bon, c'est bon. Il est là. Kalonji. Rémi Kalonji. Mukendi. Kalonji Mukendi. Rémi. Donc le juge qui a reçu son dernier salaire au mois de janvier. Mayumbo. Muteba Muyaya. Muteba Muyaya. Manzongelo. Manzongelo. Elle est là, elle est là. Nelly Somba. Guilin Luzuba. Patrick Mukadi. Dorcas Kumba. Jericho. Théodore Kane. Edmond Izouba. Edmond Izouba. Il est là. Godé Kalonji. On va m'appeler avant lui. Je vais maintenant. Oui, tout de suite. Israël Toumba. Celui-là, il est là. Non, c'est pas lui. Ah, il est là. Patrick Félix Abeli.